Donc, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion qui sera évidemment très brève sur un livre qui est à paraître prochainement et qui m'occupe depuis quelque temps. Donc, vous avez le titre ici sur la diapositive, un livre intitulé « La fascination du volcan, les mythes et la science ». Alors, il s'agit d'une étude en deux volets. Le premier volet est un travail de synthèse portant sur la connaissance et la compréhension du phénomène volcanique dans le monde gréco-romain, à travers la lecture critique des sources et l'analyse des différentes modalités de constitution d'un savoir relatif au phénomène naturel. En fait, il s'agit d'essayer de répondre à la question de savoir s'il pouvait exister l'équivalent d'une volcanologie pour les Grecs et pour les Latins. Et le second volet de l'ouvrage, c'est une nouvelle traduction avec un commentaire assez abondant et une réédition partielle du poème latin, poème anonyme sur l'Etna, texte que l'on peut dater, en tout cas c'est mon argument, du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors c'est sur le second volet que je vais me concentrer surtout aujourd'hui. Alors, les ouvrages de synthèse sur l'histoire de la science des volcans ne sont pas nombreux, et il est vrai que la volcanologie, tout comme la géologie et les sciences de la Terre, sont des disciplines et des domaines dont l'émergence fut tardive, au point de compter parmi les disciplines scientifiques les plus récentes. Quand on fait de l'histoire des sciences comme je le fais, on voit apparaître la géologie tardivement dans la chronologie. L'observation du sous-sol et de la Terre est un exercice délicat qui requiert des moyens et des méthodes dont l'acquisition fut longue. Et si les hommes ont commencé par observer le ciel, au point d'accumuler très tôt une somme de connaissances étendues sur le sujet, tout ce qui était sous nos pieds fut longtemps négligé et surtout inaccessible à la connaissance. Et de même que l'on a pu proposer la métaphore de la boîte noire pour décrire l'histoire de l'investigation anatomique, de même on pourrait dire que les entrailles de la Terre ont été très longtemps une boîte noire enfermant de précieuses données qu'il était impossible de lire et d'analyser. Alors, les quelques travaux envisageant la volcanologie sous l'angle de son histoire ne réservent en général qu'une place succincte à la période antique, se contentant de rappeler que les théories des anciens rattachaient le phénomène à une étiologie d'ordre pneumatique. Peu de textes sont cités à titre de témoin, alors toujours le poème anonyme sur l'Etna, les questions sur la nature de Sénèque et la très célèbre lettre dans laquelle Pline le Jeune narre les conditions du décès de son oncle pendant l'éruption du Vésuve. Ce troisième témoin, la lettre de Pline, bien que sa valeur descriptive lui ait permis de passer à la postérité dans la science volcanologique, n'est toutefois pas un texte de nature théorique. En revanche, les observations du géographe grec Strabon, dont il a été question tout à l'heure, reprises pour l'essentiel au stoïcien Poséidonios, font aussi partie des sources que l'on cite volontiers sur cette histoire des volcans et des théories volcaniques. Alors, on peut aisément comprendre les raisons d'un tel retrait des sources et des théories antiques dans l'historiographie du volcanisme, puisque la plupart du temps, les auteurs de ces synthèses historiques sont des volcanologues ou des spécialistes des sciences de la Terre et que l'étude de l'Antiquité suppose un accès direct aux sources originales et par conséquent des compétences en matière de philologie qui restent toujours un véritable défi, y compris pour les philologues eux-mêmes. Alors, il n'existait pas jusqu'à présent de monographie ou d'ouvrage de synthèse centrés sur la période antique, mais simplement des chapitres recueillis dans des contributions collectives. Et vous avez ici sous les yeux la plus importante d'entre elles. C'est un ouvrage dirigé en 2004 par Éric Foulon, qui rassemble les actes d'un colloque qui s'était déroulé à Clermont-Ferrand. Alors, cet ouvrage était jusqu'à présent la seule publication proposant un état des lieux relatif à la question des volcans dans la Méditerranée antique, mais comme il ne s'agit pas d'une monographie, mais d'une collection de textes, évidemment, il y avait un travail de synthèse qui restait à faire et surtout un travail de structuration du matériel. Alors, c'est ce travail que j'ai essayé de mener à travers l'ouvrage à apparaître prochainement. Alors, l'ouvrage est un livre en 3 parties. La première partie, je passe très rapidement puisqu'elle est liée à des questions que Loredana Lancini a présentées tout à l'heure. J'y reprends la question des rapports entre mythe et science. Hein.
Et donc, ce cas particulier des sociétés dont l'élaboration d'une représentation du monde et la transmission des connaissances repose sur une tradition orale dont il ne nous reste que la mise en forme littéraire, comme Loredana Lancini l'a bien rappelé tout à l'heure. Dans cette première partie, je pose quand même un point qui est un point important parce qu'il y a pu avoir un certain nombre d'erreurs commises sur le sujet. Je rappelle que pour les anciens, le Vésuve était bien considéré comme une montagne susceptible d'entrer en éruption, même si elle était endormie. Alors, ce qui est certain en tout cas, c'est que le volcan est un motif qui est très largement présent dans la littérature gréco-latine, en particulier dans la poésie d'inspiration épique, que les mentions d'activités éruptives et donc de phénomènes volcaniques sont aussi très nombreuses dans l'historiographie. Donc, il n'y a aucun doute quant au fait que les anciens connaissaient bien ce phénomène et qu'ils avaient produit une littérature abondante sur le sujet. La question, en revanche, est beaucoup plus délicate si on s'intéresse à la littérature théorique, et c'est l'objet de la seconde partie de l'ouvrage, où j'interroge la place de ce qui pourrait être une étude des volcans, une théorie du volcanisme, une volcanologie, si on veut employer ce terme, dans le champ qui est le champ où la question des volcans devrait trouver sa place dans la tradition antique, c'est le champ de la météorologie, tel qu'il est défini à partir d'Aristote, et qui embrasse la totalité des phénomènes naturels de la partie sublunaire du monde. Et dans cette météorologie aristotélicienne qui se poursuit jusqu'à la fin de l'Antiquité, et même largement au-delà, en fait, jusqu'à l'époque de Descartes, le traitement des séismes, par exemple, de l'activité sismique est un champ important. Et donc, on s'attendrait à trouver dans les grands textes de météorologie de l'Antiquité des développements conséquents consacrés au volcanisme. Et en ce qui concerne les deux grands témoins principaux conservés de la météorologie antique, c'est-à-dire les météorologiques d'Aristote et les questions sur la nature de Sénèque, eh bien, ce que l'on constate, c'est presque l'absence des volcans. Je dis presque parce qu'il y a quelques mentions de phénomènes qui ressemblent à du volcanisme, mais il n'y a aucun développement, je dirais, en forme consacré au volcanisme dans ces deux grands textes. Et ça, c'était une énigme pour moi à résoudre, étant donné que le volcan est omniprésent dans la littérature gréco-latine. On est surpris de ne pas le retrouver dans les textes théoriques où il devrait apparaître. Donc, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient concernant cette énigme, auxquelles j'ai essayé de répondre, mais ce n'est pas ça dont je parlerai aujourd'hui parce que nous n'aurons pas le temps. En tout cas, ce que ce travail de synthèse sur la théorie du volcanisme des anciens a fait apparaître à mesure que j'entrais dans le sujet, c'est qu'il fallait absolument reprendre la question du poème sur l'Etna et surtout qu'il fallait le retraduire. Et donc, c'est l'objet de la troisième partie de mon ouvrage. Alors, c'est un projet qui, au début, devait être un projet de réédition complète du texte. C'est comme cela que j'avais conçu le projet à l'origine. Puis je me suis aperçu que finalement, l'enjeu aujourd'hui n'était pas tellement celui d'une réédition, puisque sur le plan philologique, l'édition de Goodyear de 1965 est un excellent travail d'édition, un excellent travail philologique. Donc, de mon point de vue, il n'y avait pas nécessité de le reprendre. Il y avait surtout nécessité de retraduire et surtout de proposer un commentaire qui puisse s'appuyer sur une connaissance approfondie de la tradition météorologique et philosophique, connaissance qui fait défaut dans la plupart des éditions antérieures. Alors, je ne les ai pas toutes indiquées sur la diapositive, mais j'ai indiqué les plus importantes d'entre elles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, quand même quelques éléments sur ce poème sur l'Etna. Donc, il s'agit d'un poème d'environ 640 vers, qui sont des hexamètres dactyliques, qui est dans la tradition ancienne le vers par excellence de l'épopée, et aussi le vers par excellence d'un genre poétique que l'on qualifie parfois de poésie didactique. Et ce texte sur l'Etna s'inscrit incontestablement dans cette grande lignée de la poésie didactique antique qui, dans la langue latine, est ouverte par le De Rerum Natura de Lucrèce. Certains commentateurs ont d'ailleurs voulu voir dans ce poème sur l'Etna un poème d'obédience épicurienne, même si de mon point de vue, cette inscription doctrinale qui est séduisante ne va pas de soi. En tout cas, le lecteur moderne pourrait s'étonner de la forme adoptée par ce traité sur les volcans, c'est-à-dire un poème, mais le lecteur familier de la littérature ancienne n'y verra qu'un exemple parmi d'autres de ces poèmes à fond théorique ou technique dont les anciens étaient friands,
Donc, on peut le comparer, donc évidemment, je l'ai mentionné, à Lucrèce, mais aussi au phénomène d'Aratos de Sol, texte de vulgarisation astronomique, dont Cicéron avait entrepris la traduction en latin, et aussi les Astronomica de Manilius, grand texte de l'astronomie, astrologie antique. Alors, sur ce texte de l'Etna, la question de l'auteur s'est posée pendant longtemps. C'est un texte qui a été attribué à partir de la fin de l'Antiquité à Virgile, et de nombreux manuscrits, éditions anciennes, font figurer ce poème parmi d'autres compositions qui sont attribuées à la jeunesse de Virgile et qui ont été regroupées sous l'intitulé d'Appendix Vergiliana. Donc, on les considérait comme des œuvres de jeunesse. La première version imprimée de l'Etna, qui est l'Editio Romana Secunda de Virgile, qui date de 1471, qui a été réalisé par Giovanni Andrea de Bussi, évêque d'Aléria en Corse, fait effectivement figurer le texte de l'Etna parmi les œuvres virgiliennes. Et ensuite, dans la plupart des éditions de Virgile qui ont pu être imprimées entre le dernier quart du XVe siècle et les premières années du XVIe siècle, ce texte apparaît toujours comme un texte virgilien. Mais en fait, assez tôt, cette hypothèse a été rejetée. Le premier à l'avoir rejetée, c'est le grand humaniste Scaliger, qui, dans son édition de l'Appendix Vergiliana, qui est publiée en 1573 à Lyon, rejette l'hypothèse virgilienne. Et depuis, les conjectures sont allées bon train. On a proposé toutes sortes d'attributions à ce texte. Alors, je passerai là-dessus parce que nous n'avons pas le temps. Mais de mon point de vue, il semble évident qu'il n'est pas possible aujourd'hui de se rallier à une hypothèse plus qu'une autre. La plus, je dirais, la plus séduisante serait l'attribution de ce texte à Lucilius, le correspondant et ami de Sénèque, mais même cette hypothèse reste quand même peu certaine. Donc, plutôt que d'essayer d'identifier l'auteur, je pense que nous en sommes réduits à dater le texte, et là-dessus, on a un certain nombre d'éléments qui semblent quand même pouvoir dire que de manière assez probable, c'est un texte qui a pu être rédigé entre 40 et 79 après Jésus-Christ. 79 après Jésus-Christ, pourquoi? Parce que cette date semble être un terminus antequem évident, puisque c'est un texte qui traite des volcans, qui s'intéresse à la question du volcanisme et qui ne mentionne jamais le Vésuve. Il paraît difficile dans la littérature latine de ne pas mentionner le Vésuve après 79 après Jésus-Christ. Donc, en fait, il faut plutôt s'intéresser, à défaut de connaître l'auteur, à ce que peuvent être les sources. Il était paru assez rapidement auprès des commentateurs que les sources de ce texte devaient être des sources grecques et qu'il s'agit de sources communes à l'auteur et à Sénèque, donc le Sénèque rédacteur des Naturales Quaestiones. Alors, ce que la lecture de l'Etna fait apparaître assez clairement, c'est que ce texte se distingue par sa rareté dans la littérature antique, mais dans la littérature antique conservée. On n'a pas conservé d'équivalent de ce texte dans la littérature antique. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, ce poème sur l'Etna, c'est le seul traité de volcanologie conservé de l'Antiquité. Et c'est un vrai traité de volcanologie, puisqu'il est extrêmement précis, aussi bien dans ses descriptions, dans ses récits des phénomènes éruptifs, que dans ses tentatives de théoriser le phénomène. Et en particulier, il y a un passage qui est tout à fait fascinant, où l'auteur s'arrête longuement sur la description, sur la définition des matériaux et des matières volcaniques. Donc, qu'il s'agisse de la lave, de ses coulées, ou des pierres ou des roches qui sont des formations volcaniques, au premier rang desquelles ce que les latins appellent la lapis molaris, donc ce que je traduis par un simple calque, pierre meulière, parce qu'il est difficile de proposer une traduction plus spécifique. Ce qui est certain, c'est que cet exposé, qui est assez long dans l'économie générale du poème, en constitue un chapitre à part entière. Alors, je vous mets ici un peu le déroulé de cette partie du texte, avec les mentions au dévers, que nous pourrions désigner, si on devait donner un sous-titre à l'intérieur du poème, des materia aetnae. C'est un passage sur les matériaux de l'Etna. Alors, de la même manière, l'exposé qui suit décrit les phases d'une éruption volcanique et il est tout à fait étonnant par sa précision, ce que les traducteurs antérieurs d'ailleurs n'avaient pas saisi. Donc, en fait, l'auteur peut avoir été témoin de l'événement, il pourrait s'être rendu sur le terrain pour effectuer des relevés, mais ce qui est surtout a priori certain, c'est qu'il a lu des textes suffisamment précis
pour pouvoir confirmer, affiner et préciser une synthèse, puisque c'est ce dont il s'agit ici. C'est une synthèse en langue latine sur la question du volcanisme. Alors, en fait, l'Etna ne se trouve pas du tout ouvrir un nouveau champ spéculatif. Ce n'est pas parce que c'est le seul texte que nous conservons que c'est un texte qui était un texte original. Et il est indéniable que, en fait, ce texte, tel que nous le conservons, représente un témoignage précieux, car unique, sur des sources grecques, des sources qui étaient son champ de référence, des sources grecques dont nous avons conservé la trace, mais que nous ne pouvons plus lire en tant que telles. Et on peut en mentionner au moins deux, mais bon, je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais on pourrait ajouter à la liste d'autres textes. Au moins un traité de Théophraste, Periruakos tu Encycliae, dont on peut traduire ainsi le titre sur les éruptions de Sicile. Les éruptions de Sicile, ce sont les éruptions de l'Etna. Et puis, un ensemble de passages des traités de météorologie et de géographie de Poséidonios, dont nous avons conservé des fragments assez intéressants à travers les citations par le géographe Strabon. On sait aussi que le disciple de Poséidonios, qui est largement cité par Sénèque dans ses questions sur la nature, Asclépiodote, avait écrit sur ce sujet. Donc, pour rester dans le temps imparti, je ne détaillerai évidemment pas les enjeux de traduction qui sont liés au poème en général et à cette partie du poème en particulier, celle qui porte sur donc, les matériaux volcaniques, mais pour le dire très rapidement en quelques mots, et ce sera ma conclusion, ce que l'on constate quand on traduit avec précision ce texte, c'est qu'il importe un certain nombre de termes qui sont des termes très clairement issus du grec, que l'auteur essaye de rendre en latin. Alors, en particulier, il y a un usage très intéressant qui est la traduction du grec hulé, qui désigne en philosophie, et chez Aristote notamment, la matière, que le poète latin a traduit par silwa, donc la forêt, parce que hulé en grec, c'est aussi bien le bois, la forêt que la matière. Et là, on a un usage assez intéressant parce que dans cet usage de silva, on a un usage qui jusqu'à présent avait été identifié par la philologie comme un usage tardif de la langue latine, et notamment un usage qui se développe beaucoup à partir du Moyen-Âge dans le champ de l'alchimie. Et en fait, on aurait, à travers le poème de l'Etna, la première utilisation de cette traduction latine de Hulé, et donc ce qui semble indiquer que la source est bien une source grecque. Et il y a un autre terme qui apparaît aussi, qui est un terme que la tradition manuscrite n'a jamais su rendre correctement et que les philologues actuels ne savent pas non plus expliquer. C'est un terme qui semble venir du grec, qui désignait une pierre particulière, donc frikitas, frikas, fludas, hein, les versions divergent selon les manuscrits, les leçons, qui semble désigner une pierre qui serait le résultat d'une combustion, ou en tout cas d'un phénomène calorique très important, qu'on n'en arrive pas à identifier dans le texte, mais qui provient, selon toute vraisemblance, d'une source grecque. Et je terminerai là-dessus en disant que parmi les autres sources qui semblent assez évidentes de ce poème sur l'Etna, quand on y regarde de près, il y a un certain nombre de textes théoriques sans doute sur les techniques de la métallurgie, puisque c'est à travers le modèle de la métallurgie et de la forge que le texte arrive à expliquer les éruptions permanentes et constantes de l'Etna, et également une partie de la littérature qui relève de l'ingénierie pneumatique et hydraulique telle qu'elle a pu se développer à Alexandrie, et on pense ici au texte d'Héron. Voilà, j'en finis très rapidement pour respecter le temps imparti. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce respect scrupuleux du temps qui t'était imparti. Et s'il y a des questions, oui. Bonjour, Alexandre Chumnel du laboratoire de géologie de l'ENS. Merci pour cet exposé passionnant. J'ai une question qui est peut-être un peu connexe. C'est à quel moment, en fait, le mot volcan s'impose? En fait, quand est-ce qu'on passe de la montagne de feu au mot volcan? Est-ce que ça se fait pendant l'Antiquité? Est-ce que ça se fait plus tard? Alors, c'est une excellente question.
Il n'y a pas de terme spécifique pour désigner les volcans dans l'Antiquité. Les volcans sont toujours désignés sous l'appellation montagne de feu, alors que ce soit en grec ou en latin. Alors, montagne de feu, montagne enflammée, la manière de traduire exactement n'est pas toujours facile. Enfin, c'est l'idée de l'association du feu avec une montagne. Ce qui explique, et ça revient à une des questions qui était posée tout à l'heure à Loredana, que les anciens avaient tendance à assimiler comme à un seul et même phénomène toute présence de feu ou de flamme sur un site de montagne. Et par exemple, il y avait une montagne de Lycie que les anciens désignaient sous l'appellation chimère parce que des feux s'en dégageaient. Elle est parfois mentionnée comme un volcan, donc au même titre que l'Etna. En fait, c'est un lieu où se dégage du méthane qui sort donc du sous-sol et qui s'enflamme à l'air libre. Donc pour les anciens, tout cela, c'était un petit peu le même phénomène. Donc il n'y a pas de terme spécifique pour désigner le volcan. Les volcans sont parfois désignés en grec comme en latin par leur configuration. Donc le terme cratère, par exemple, est souvent utilisé pour désigner donc la forme particulière de ces monts. Et le mot volcan lui-même, donc qui vient de l'île qui s'appelait, alors déjà pendant l'Antiquité en latin, l'île de Vulcain, Vulcania, qui conserve encore aujourd'hui en italien ce nom-là. C'est le terme qui va s'imposer comme terme générique pour désigner les volcans, mais seulement au Moyen-Âge. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, merci. Là, je découvre donc ce poème à cette occasion. Pourquoi cette traduction de Pierre Meulière qui, évidemment, ne convient pas aux géologues? Oui, alors je sais bien qu'elle ne convient pas aux géologues, et elle ne me convient pas non plus. Je ne suis pas. Hein. Oui, c'est une expression extrêmement difficile à traduire. Dans les textes qui la mentionnent, donc l'Etna, mais on a aussi un passage dans les parties de minéralogie de Pline l'Ancien qui parle de cette pierre-là, donc lapis molaris. On comprend que c'est un terme qui consiste à désigner de manière générale un ensemble de roches qui relèvent de l'activité volcanique. Mais derrière cette expression, il peut y avoir différentes catégories de roches. Par exemple, la pierre ponce, pumex, est parfois associée aussi à cette lapis molaris. Pline nous dit qu'en grec, on désignait sous l'intitulé pyrite, donc pierre liée au feu, pierre de feu, des pierres aussi qui relevaient de la lapis molaris. Alors, les traducteurs qui se sont succédés ont beaucoup hésité sur la manière de traduire lapis molaris. Un des traducteurs de langue anglaise, Ellis, le traduit par lava stone, donc pierre de lave. C'est une traduction elle-même problématique parce que la lave elle-même, c'est quelque chose qui n'existe pas en termes de désignation dans la langue grecque ou dans la langue latine. Donc, il paraît difficile de parler de pierre de lave puisqu'on introduit à ce moment-là un objet qui n'existe pas dans la littérature ancienne, c'est-à-dire l'objet lave. Même s'il y a des désignations pour désigner les roches incandescentes, fluides, etc. Et je m'étais demandé, en traduisant, puisqu'il s'agit de quelque chose de très générique, je n'avais pas proposé simplement la traduction par pierre volcanique ou roche volcanique, pour lapis molaris. Simplement, si j'utilise l'adjectif volcanique, je renvoie à un mot volcan qui lui-même n'existe pas dans le contexte de l'époque. Donc, voilà, c'est vrai que géologiquement, Pierre Meulière, c'est pas ça. Mais je me suis limité donc à un calque du latin, lapis molaris, parce que c'est quand même ce mot latin, lapis molaris, qui a donné Pierre Meulière en français. D'un point de vue linguistique, c'est la même origine, même si évidemment, d'un point de vue géologique, ça n'est pas la même chose. Alors, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais j'avoue que de toute façon, c'est un problème de traduction, ce lapis molaris. Une autre question? Bonjour, je m'appelle Marvine, je suis en histoire des sciences et en histoire des arts. Et je me demandais par rapport justement à ce texte, si vous aviez des informations concernant les réceptions par les premiers volcanologues ou les premiers géologues justement au XVIIIe, XIXe siècle, dans des avant-propos, s'il y a eu des commentaires qui ont pu être faits. Oui, ce texte a été beaucoup lu. Alors, le fait est qu'il a son histoire philologique, donc le fait qu'il ait été tout d'abord associé à Virgile, et c'est quand même resté pendant longtemps dans l'histoire de la transmission du texte, même si à partir de Scaligère,
comme je l'ai rappelé, on retient plus vraiment cette attribution. C'est quand même resté dans, je dirais, dans la culture comme un texte virgilien, pseudo-virgilien. C'est que c'est un texte qui a été beaucoup lu, mais qui a souvent été lu avec un regard, je dirais, consistant à ne pas le prendre au sérieux du point de vue de son contenu théorique. Ça se ressent dans les traductions, hein, les traductions existantes, qui sont souvent très approximatives, qui reposent beaucoup sur le flou artistique et qui ne rendent pas véritablement compte de la précision du texte, aussi bien la précision descriptive que la précision théorique. Donc, c'est un texte qui a été lu, hein, et qui a été lu par aussi des savants qui s'intéressaient aux questions donc, de volcanisme, de sciences de la Terre, etc., mais qui n'a pas toujours été lu comme un texte théorique au sens fort du terme, donc plutôt comme une sorte de poème qui rendrait compte des volcans, mais sans s'appuyer sur une connaissance fine du sujet. D'où l'enjeu finalement de le retraduire, parce que moi j'ai essayé de proposer une traduction qui rende véritablement compte de la très grande technicité de ce texte.